Henri Creel, l'histoire complète d'un enfant devenu la clé d'un autre monde. Il y a une façon simple de raconter Henri, la version courte, la version confortable, la version qui dit c'est Vecna, point. Et puis il y a l'autre version, plus humaine, plus palpable, celle qui commence bien avant Hawkins, bien avant les laboratoires, bien avant la maison Creel. Parce qu'Henri ne devient pas un monstre en un instant. Henri devient un monstre parce qu'on le contamine et parce qu'on lui apprend à devenir comme tel. Aujourd'hui, je te raconte son histoire comme un roman, de A à Z, avec ce que la série et la pièce de théâtre montrent et avec ce qu'elle relie, en silence. Alors installe-toi confortablement et que l'histoire commence. Chapitre 1. Le projet Rainbow. Avant Henri, il y a un projet. Le projet Rainbow. À l'origine, ce projet n'a rien à voir avec les enfants. C'est un projet militaire durant la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Ce projet est dirigé et mis en place par un navire de l'armée américaine. Ce navire est dirigé par le commandant Brenner. L'objectif officiel est de rendre le bateau invisible. L'objectif réel, manipuler des forces scientifiques que personne ne connaît. Puis arrive le jour J, le jour du test. Et au lieu de rendre le navire invisible, l'expérience ouvre quelque chose. La première brèche connue de l'histoire de cet univers. Le bateau disparaît quelques secondes, puis réapparaît. L'équipage est décimé. Tout le monde est mort, à l'exception d'une personne. Une seule personne survit. Et le survivant ramène un objet, une pierre, et qui sera conservée précieusement par l'armée américaine. C'est un fragment venu d'un autre monde, une pierre portant en elle des particules, connectées à ce que l'on appellera plus tard le Mind Flayer. Cette pierre ne devait jamais quitter cet endroit. Et pourtant, un jour, un espion russe qui s'était infiltré dans la base depuis quelque temps arrive à la voler. Il fuit, il disparaît. Et c'est ainsi qu'une histoire militaire devient une tragédie humaine. Chapitre 2. Nevada. Henri a 8 ans et il est scout dans le Nevada. Alors qu'il se baladait dans un désert immense, vide et silencieux, Henri découvre un trou dans le sol, une grotte, dans laquelle se trouvent des taches de sang et des bruits. Henri décide de descendre dans la grotte. Dans la grotte, il tombe sur l'espion russe, blessé, qui se cachait. L'homme panique et tire sur l'enfant. Henri est blessé et dans un réflexe de survie, il prend une pierre et tue violemment l'espion russe au sol. À 8 ans, Henri découvre que le monde peut lui forcer à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées, des choses d'une violence innée. Après s'être calmé, Henri voit la mallette que tenait fermement l'homme qu'il venait de tuer. Il est curieux. Il l'ouvre et il découvre une pierre. Lorsqu'il touche la pierre avec sa main blessée, quelque chose rentre en lui, le possède. Et à cet instant précis, Henri n'acquiert pas un pouvoir. Il est infecté. Des particules rentrent en lui. Le Mind Flayer ne se manifeste pas encore. Il s'installe silencieusement. Chapitre 3. Les voix. À partir de ce jour, Henri n'est plus jamais seul. Il entend des voix, voit des images, ressent des choses, pas comme des visions mystiques, mais comme une intrusion. Son rapport au réel se fissure. Son esprit devient un champ ouvert. Henri ne devient pas dangereux, il devient vulnérable, sensible, affaibli. À l'école, Henri blesse gravement un camarade. La famille Creel décide alors de déménager. Voilà leur arrivée à Hawkins. Mais la nouvelle maison des Creel amplifie tout ce que ressent Henri. Les pouvoirs, les voix, la colère. Henri est submergé. Chapitre 4. Patty. Et puis dans sa nouvelle école, comme dans l'ancienne, il n'est pas vraiment accepté. Mais il rencontre Patty. Patty Newby. Ils partagent tous deux une obsession. La musique. Henri ne quitte jamais sa radio. Et Patty est obsédée par la musique puisque c'est le seul souvenir qu'elle a de sa mère qui l'a abandonnée lorsqu'elle était enfant. La musique devient leur refuge, leur lien, leur contact émotionnel. Avec Patty, Henri n'est pas un monstre, ce n'est pas un projet, c'est un humain avec des faiblesses et des qualités. Il est aimé. Avec Patty, Henri n'est pas une arme. Et pour la première fois, il utilise ses pouvoirs pour réparer, pas pour blesser. Il aide Patty à retravailler les souvenirs qu'elle a de sa mère. Et c'est crucial pour notre histoire, parce qu'à partir de ce moment-là, Henri avait une porte de sortie. Chapitre 5. Brenner, le fils. Martin Brenner, le fils du commandant Brenner, reprend le flambeau de son père. Le projet change alors de cible. Il comprend quelque chose que son père n'avait pas vu clairement. La clé du projet Rainbow, c'est cette pierre, cette énergie et l'enfant qu'elle a contaminé. C'est donc Henri et son sang qui est important. Brenner transforme alors le projet Rainbow en projet Moontalk. Martin Brenner convainc la mère d'Henri de le laisser entrer dans le programme. Il jure qu'il le protégera, qu'il lui apprendra à ne plus être bizarre. Henri rencontre alors Martin Brenner et ce dernier commence à le manipuler. Et le docteur Brenner sait y faire. Il sait manipuler.
créer une dépendance et une envie pour le jeune Henri de rester à ses côtés. Et c'est alors qu'un dilemme arrive pour Henri. Il a le choix de rester à côté du docteur Brenner, qui l'épuise et l'utilise comme une arme, et lui permet de développer ses pouvoirs, ou de partir, avec Patty, qui insiste fortement pour qu'il ne devienne pas le monstre que tous ces gens attendent de lui. Elle voit en lui un humain, et pas une arme. Chapitre 6. La fuite. Henri décide alors de s'enfuir du laboratoire. Pas comme une évasion maîtrisée, mais comme une rupture. Il blesse des gardes, des scientifiques, en tue certains, pas par stratégie, mais par débordement émotionnel. Il ne va pas rejoindre Patty tout de suite. Il va d'abord chez lui pour y retrouver sa famille et les prévenir qu'il part. Sa mère prépare à manger, la table est prête, sa sœur est là. Une scène de foyer normale. Mais Henri n'est plus normal. Le Mind Flayer lui impose alors des visions. Sa mère qui parle à Brenner. Sa mère qui le décrit, qui l'analyse, qui se livre. Que ses visions soient vraies ou fausses, ça n'a plus d'importance. Henri est en pleine dysrégulation émotionnelle, en gestion de l'urgence, en hypervigilance. Il est en colère, il est triste, il a peur et ressent ce fort sentiment de trahison. Ses pouvoirs s'activent, il tue alors violemment sa mère, puis vient ensuite le tour de sa sœur. Son père, qui aura survécu à ce chaos, se fera accuser à sa place, et il court rejoindre Patty, qui se trouve à la pièce de théâtre du lycée. Lorsqu'il la retrouve, il lui dit qu'il est prêt à s'enfuir. Et il la rejoint avec une promesse, et il pense savoir qui est sa mère. Il lui donne alors les infos, mais Brenner les rattrape. Brenner crie, humilie Henri, lui ordonne de tuer Patty, lui raconte qu'elle le manipule, qu'elle veut qu'il reste faible, mais Henri refuse. Ce moment est le dernier choix libre de la vie d'Henri. Mais cette colère, cette force et la complexité de cette situation lui fait perdre le contrôle. L'entité qui est en lui, le Mind Flayer, déverse alors une énergie soudaine. Comme dans un coup d'éclair, la scène de théâtre est détruite. Le décor s'effondre et Patty tombe au sol. Elle est blessée. Henri se stoppe. Il voit la seule personne qu'il aimait, qui le considérait comme quelqu'un de bien, assez important pour être sauvé, au sol, inerte. Il a essayé d'être bon, mais cela n'a pas suffi. Alors il décide de partir aux côtés du docteur Brenner, pour ne pas blesser encore plus de gens qu'il aime. Quelques jours plus tard, Patty s'en va, retrouver sa mère, grâce aux infos que lui avait données Henri. Seul, sans lui. Henri, quant à lui, est resté au laboratoire de Brenner. Mais Brenner n'a plus confiance et lui injecte une puce inhibitrice dans le cou. Brenner récupère le sang d'Henri, l'injecte dans des femmes enceintes et des enfants naissent. Ils naissent avec le sang d'Henri. Et ces enfants deviennent des copies imparfaites, des tentatives, dont Henri est la source. Et Brenner n'a d'autre choix que de garder Henri sous son joug pour pouvoir continuer ses expérimentations. Chapitre 7. Eleven. Henri grandit donc entouré d'enfants nés de son sang. Et parmi eux se trouve Eleven. Il s'attache à elle plus qu'aux autres, notamment parce qu'elle est plus douée, mais aussi plus naïve. Il décide alors de s'enfuir avec elle. Eleven lui retire sa puce à l'extérieur de la tête grâce à son pouvoir télékinésique, mais à ce moment-là, Henri, enfin libéré, utilise ses pouvoirs. Et ses pouvoirs explosent. Le Mind Flayer est pleinement aux commandes. Eleven est blessée et Henri tue tout le monde. Lorsqu'Eleven se réveille, perdue, perturbée, elle découvre le laboratoire rempli de corps morts, avachis sur le sol, avec plus aucun survivant. Et à ce moment-là, elle se sent trahie. Elle a l'impression qu'encore une fois, un adulte lui a menti. Henri, se tenant au milieu de tout ça, lui dit qu'il n'avait pas le choix. Mais elle ressent que son humanité est fracturée. Eleven a peur, alors elle décide de se protéger. Elle arrive à ouvrir un portail, du même type que celui du projet Rimbaud, et éjecte Henri à l'intérieur. Elle le projette dedans, et le portail se referme. Chapitre 8. Les abysses. Henri tombe, encore et encore. Il traverse le Psydam pour arriver jusqu'aux abysses. Il y rencontre le Mind Flayer, qui vit sous forme de particules, qui n'a pas de corps ou de chair. Le Mind Flayer tente alors de prendre la chair d'Henri, comme une énergie salvatrice. Mais ceci échoue, ce n'est pas assez. Alors, des racines de ce monde s'agrippent à Henri. Les veines s'enroulent autour de lui, pour récupérer petit à petit son énergie vitale. Henri survit. Il est dirigé par la haine et la vengeance. Il veut retrouver Eleven. Il veut augmenter son pouvoir et aider le Mind Flayer avec qui il a grandi dans sa quête. C'est alors que Vecna naît. Chapitre 9. Vecna. Vecna décide alors de mettre un plan en action. Il enlève un jeune garçon, Will, pour créer un lien avec la Terre, créer un espion. Grâce à cet espion, le Mind Flayer arrive à envahir le monde réel. Il possède tout d'abord des rats, trouve de l'engrais, puis possède des humains, une bonne partie de la ville, avant de se faire battre par une bande d'enfants et d'adolescents. Le Mind Flayer rentre alors dans les abysses, mais même s'il a été battu, il a récupéré assez d'énergie pour construire une forme palpable.
une forme qui ressemble en quelque sorte à une araignée. Vecna est alors envoyé par le Mind Flayer. Il attaque Hawkins et récupère l'énergie vitale d'adolescents en manipulant leur peur et leur trauma. Le plan est contré et des enfants morts, ça n'a pas suffi à ranimer le Mind Flayer. Il décide donc de remettre son plan à exécution, mais cette fois avec des enfants plus jeunes, plus naïfs, plus dociles. Et l'objectif va être de les garder vivants, que leur énergie soit donc décuplée et illimitée. Et pour ce faire, il choisit une date symbolique, l'anniversaire du jour où Eleven l'a envoyé dans le portail. Chapitre 10. La fin d'un homme. Mais alors que son plan fonctionnait, la bande de citoyens habituels revient lui mettre des bâtons dans les roues. Le groupe arrive à rejoindre Henry dans ses souvenirs et sauver les enfants kidnappés. Le combat se fait dans 3 endroits en simultané, dans l'Upside Down, dans les abysses et dans les souvenirs d'Henry. Henry, surpris, commence à perdre dans le monde des songes et de ses souvenirs. Will, alors connecté avec Na, tente un dernier coup de poker. Il tente de lui parler. Il tente de rallier Henry à la cause, de se battre main dans la main pour combattre le mal du Mind Flayer. Et Henry refuse. Il ne comprend pas Will. Will lui ressemble, mais il n'est pas comme lui. Pour lui, Will est aimé, accepté, protégé. Henry lui reproche ce qu'il n'a jamais eu. Pourquoi Will dit-il à Henry qu'ils sont pareils? De quoi a peur ce petit Will? D'assumer qu'il aime les hommes? Mais ce n'est rien comparé au meurtre d'un homme. Henry, lui, a grandi dans la souffrance. Il a dû tuer pour survivre. Il a été choisi par cette force. Pour Henry, il n'y a pas de retour en arrière. Henry se réveille, dans les abysses, dans la forme la plus pure de Vecna. Et à sa stupeur, cette bande d'adultes, d'enfants et d'adolescents sont encore là, tous ceux qui ont toujours saboté ses plans. Comment sont-ils arrivés ici? Ils avaient tout prévu alors. Mais l'énergie des enfants kidnappés encore endormis nourrit encore le Mind Flayer. Le monstre prend alors forme. Il est immense et il attaque. Le combat démarre. La bande se protège du Mind Flayer pendant qu'Eleven combat Vecna. Ils s'affrontent violemment jusqu'au moment où Eleven parvient à l'empaler sur une dent du Mind Flayer. La source principale d'énergie du Mind Flayer est alors détruite. Cette forme monstrueuse s'écroule lentement. Le silence retombe. Tout le monde est sauvé. Les enfants kidnappés se réveillent alors que Henry est encore vivant, ou presque, empalé. La bande entière se rapproche alors de son corps, qui reste là à 2 doigts de mourir, empalé, épuisé. Joyce s'approche alors d'Henry. Joyce ne voit pas un monstre, elle voit la fin d'une histoire, d'un traumatisme. Elle prend sa hache, la lève et elle frappe dans son cou. 1 fois, 2 fois, encore et encore, jusqu'à ce que la tête d'Henry se détache et se mise à rouler au sol. Henry est alors décapité. Et dans ces derniers instants, Henry se souvient, en voyant le visage de Joyce, de ses camarades de classe. Joyce et sa pièce de théâtre, Hopper et son caractère bien trompé, Bob le petit rigolo, et surtout Patty. Henry n'est donc pas né monstrueux. Il a été contaminé, il a été utilisé. C'est devenu une arme, et quand il a essayé d'aimer, il a été puni. C'est ça son histoire. Pas celle du mal manichéen, celle de la dialectique humaine, celle d'un enfant à qui on n'a jamais laissé le droit d'être autre chose.